Ce podcast vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode d'Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions à notre invité. Alors vous le savez maintenant, chaque mois nous allons dans la rue récolter les questions que vous avez envie de poser à notre invité. Et notre invité aujourd'hui c'est Lisa Testi qui est directrice de casting. Bonjour Lisa. Bonjour Alexandre. Alors je suis très content de te recevoir. Parce qu'on va pouvoir parler de ton métier, donc du métier de directrice de casting. Alors, un métier dont tout le monde a déjà entendu parler, mais sans vraiment savoir ce qui se cachait derrière, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ce métier. Et justement, pour commencer, j'ai voulu tester une nouvelle petite chronique. C'est la première fois qu'on fait ça dans ce podcast, c'est un peu un test. En fait, on est allé demander aux gens ce que leur évoquait ton métier, le métier de directrice de casting, et on a compilé leurs réponses. Lisa, es-tu prête à écouter les clichés sur ton métier ? Avec plaisir. Moi, j'imagine une femme de 50 ans, un peu froide, grande et qui n'est pas forcément très drôle. Pour moi, c'est plus une femme d'une trentaine d'années qui cherche, qui fait le tour des boîtes de nuit pour récupérer les beaux gosses et les belles filles pour faire des émissions de télé-réalité. J'ai énormément regardé 10%, enfin la série, et les directrices de casting, elles ont l'air horribles. Moi, je vois une blonde, assez âgée, je pense, en vrai. Un peu aigrie. Je pense que je vois plutôt une femme avec des lunettes, avec une frange qui cache un peu les yeux, toujours les jambes croisées, les bras croisés, qui dit jamais rien, qui te regarde comme ça. J'imagine bien quelqu'un d'assez carré, pointilleux, et donc je sais pas pourquoi quelqu'un de bien sapé qui serait un peu maniaque. Selon moi, désagréable. Okay. Qui ne fonctionne qu'à la tête, donc beaucoup axé sur le physique et pas sur les vraies compétences d'acting. Environ 40-50 ans, jovial, de bonne humeur, qui a la pêche. Toi, une dame grande avec des talons de 15 cm, blonde, qui est à la fois gentille et un petit peu trop sévère. Forcément une femme, ouais. Un peu stricte. Et un peu, ouais, je veux dire que le casting c'est en mode pour un rôle, du coup genre qui est très genre froid, tu sais en mode carré. Quelqu'un genre le mec devant il fait sa démo et tout et ouais il va être en mode froid et genre il sait ce qu'il attend et si c'est pas ça... Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque quand t'entends tout ça ? Déjà, il y a une chose sur laquelle ils ont raison, c'est blond, tu es blonde. Blonde, c'est pas mal. À un moment donné, j'ai entendu lunettes, la trentaine. Tu vois, en fait, quand tu regroupes un peu toutes les réponses, il y a moi. Non, en fait, ce qui revient assez souvent, c'est vrai que c'est le côté hyper strict et froid. Je pense que ça vient quand même pas mal. J'ai entendu 10%, la série, ou même un peu peut-être d'autres films qu'on a pu... qu'on a pu voir. Donc je pense qu'en fait ça vient beaucoup aussi de la représentation télévisuelle, cinématographique. Et après aussi ça vient peut-être, parce que j'ai eu beaucoup le 40, 50 ans, etc. Peut-être aussi alors j'aime pas dire ancienne génération, mais d'une autre génération, il y avait un autre savoir-faire. Et il y a quelque chose de vrai, hein. Je sais que dans des castings à Paris, c'est des choses qui peuvent arriver parce que on a moins de temps, il y a plus de concurrence, etc. Mais non, sinon on prend le temps, on est chaleureux. Enfin, ouais, c'est pas vraiment ça, quoi. Je vois. En tout cas, effectivement, moi je te connais un petit peu, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a eu la chance, c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté, j'ai eu la chance de pouvoir passer un casting avec toi, et c'est vrai que je ne suis pas du tout, sachant que moi c'était mon premier casting depuis vraiment 5-6 ans, et je ne suis pas du tout tombé face à quelqu'un comme ça, parce que pendant le casting ça s'est bien passé, tu étais souriante, agréable, hyper avenante, et je ne suis pas sortie traumatisée en pleurant de ce casting. Donc après, je ne sais pas, j'ai pas passé 20 000 castings dans ma vie, mais en tout cas, moi, des expériences que j'ai eues, je suis jamais tombé sur ce genre de cas-là. Après, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais est-ce que justement, tu avais des appréhensions ? Est-ce que toi, justement, aussi, en tant que comédien, on t'a dit, tu avais un peu une image de comment ça se passerait, les castings J'avais un peu peur de ça, ouais, quand même. Les derniers castings que j'avais passés, c'était à Paris. Je devais avoir genre 21, 22 ans. Donc je t'avoue que j'étais beaucoup plus impressionné parce qu'il y avait aussi ce côté, on a un texte, on l'a eu la veille pour le lendemain et il faut sortir tout ce qu'on peut en 2-3 prises. Et c'est vrai que du coup, même là, de reprendre, j'avais une énorme appréhension avant
d'y aller avant d'aller au casting avec toi. Et même, je me suis encore dans la salle d'attente et tout, j'étais vraiment stressé, les petits papillons dans le ventre. Bon, ça, on l'est toujours, c'est normal. Mais une fois arrivée, tu étais tout de suite très souriante. Donc, en fait, ça m'a mis très à l'aise. Et j'imagine aussi qu'en fait, c'est dans ton intérêt. Parce que plus le comédien est à l'aise, plus il peut sortir le meilleur. Et mieux tu peux après le vendre, entre guillemets. Ouais, complètement en fait. Mais après, il y a 2 écoles. Il y a celle qui est la mienne, c'est-à-dire de mettre les gens à l'aise. Mais après, c'est une question de personnalité. Hein. C'est juste que moi, en fait, je me dis, c'est basique ce que je veux dire, mais j'ai envie de traiter les gens comme j'aimerais être traité. Donc c'est vrai que moi aussi, c'est comme un entretien d'embauche en fait. Donc il y a plusieurs candidats, vous postulez pour le même poste. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est un métier qui est différent. Mais ayant déjà aussi passé des entretiens d'embauche, je sais que le côté où tu sais pas trop ce que les gens pensent, on te regarde, ou sinon on te regarde à peine, ou des fois la personne elle regarde son téléphone, etc. C'est pas forcément, c'est fait parfois pour déstabiliser. Donc je sais que ça peut rentrer en ligne de compte. Peut-être est-ce que si le personnage doit être déstabilisé ou enfin voilà, ça peut être aussi un motif en tout cas d'attitude, mais et je sais qu'il y a des directeurs de casting qui le font. Voilà, parce que aussi peut-être qu'ils veulent pas être trop avenants, ils veulent garder aussi une certaine distance que je peux tout à fait comprendre, et aussi peut-être aussi le fait de voir le comédien dans une situation un peu difficile, pas malaisante, mais en tout cas assez froide, ça permet aussi d'évaluer qu'est-ce qu'il a dans le ventre en fait. Est-ce qu'il se dégonfle pas, etc. Parce que c'est vrai que parfois en tournage, c'est ce qui peut arriver. Tu peux tomber, ça arrive, sur un réalisateur qui ne va pas forcément te mettre à l'aise parce qu'il faut aller vite, il n'y a pas le temps, il est stressé, ou juste, en fait, il n'est pas forcément à l'aise avec les comédiens. On a des réalisateurs qui sont plus techniciens que directeurs d'acteurs. Et du coup, ça permet aussi d'évaluer le comédien sous une certaine pression. Donc je sais qu'il y en a qui peuvent le faire, mais c'est des questions aussi de personnalité. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vais avoir du mal. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que plus le comédien sera à l'aise, plus il peut te donner en fait ce que tu vas rechercher dans un personnage, quoi, en fait. Donc c'est 2 écoles différentes. D'accord, ok. Voilà. Lisa, est-ce que maintenant tu es prête à découvrir la première question que nos chères personnes, nos chers passants ont voulu te poser? Avec grand plaisir. Et je suis pas aigrie. Et t'as pas non plus de talon de 15 cm? Ben non, même pas. Alors, on commence tout de suite avec une question de Florent. Bonjour Lisa, c'est Florent. Voilà, je voulais savoir comment tu es devenue directrice de casting, quel a été ton parcours? Donc comment je suis devenue directrice de casting? Donc en fait, moi là-bas, je viens plutôt de la mise en scène. Donc j'ai fait tout ce qui est assistant réal. Donc j'ai fait un stage là-dedans. Donc j'ai fait Lille 3. Voilà, j'ai fait la fac Lille 3 et très vite, c'est vrai que la théorie c'était un peu abstrait pour moi et j'ai voulu très vite aller sur les plateaux. Donc j'ai fait un stage en mise en scène parce que tout le côté réalisation m'intéressait beaucoup. Et en fait, c'est quand on est en mise en scène, on s'occupe beaucoup des comédiens. De la figuration aussi, mais surtout des comédiens. Et c'est vrai que très vite, j'ai voulu comprendre en fait l'étape. Enfin, en fait, les comédiens arrivent sur un projet, mais quel est le processus en fait qui est en amont, qui font que c'est eux qui ont été choisis, pas quelqu'un d'autre, pour quelles raisons, etc. Et du coup, donc c'est ça qui m'a intéressée. Donc j'ai fait un 2e stage en casting, plutôt sur tout ce qui est grosse figuration, silhouette, doublure, donc des gros projets. Voilà, par exemple Mission Impossible, des choses comme ça. Donc ça m'a beaucoup intéressée et ça me donnait une corde à mon arc. Et après très vite, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était de plus en plus les rôles qui m'intéressaient, parce qu'en casting, en fait, c'est très large. Voilà, on peut faire du casting sauvage, du casting que du comédien, que de la figuration. Il y a des très grands chargés de figuration. Donc moi, très vite, c'est vrai que j'ai voulu aller plus vers les rôles. Donc je suis restée, j'ai été formée par Clément Morel, qui est un directeur de casting de la région, qui est le directeur de casting de Bruno Dumont, pour avoir tout le côté aussi casting sauvage. Et après, très vite aussi, j'ai travaillé avec Alexandre Nazarian, qui est le directeur de casting d'Arnaud Desplechin, qui est plutôt du coup axé sur les comédiens professionnels. Donc j'ai fait des essais avec lui. Enfin voilà, j'ai pu vraiment voir comment il était avec les comédiens. Il a ce côté justement très doux, très chaleureux, mettre à l'aise, etc. Très psychologue en fait, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et je me suis dit, ouais, en fait, je veux vraiment faire ça, quoi. Ouais. C'est le film Roubaix une lumière d'Arnaud Desplechin, où j'étais vraiment imprégnée au niveau du casting, ça a vraiment été un tournant dans ma carrière. Et très vite, voilà, j'ai voulu me lancer là-dedans.
Et après, ça se fait aussi aux opportunités. En fait, moi, c'est plus des gens qui ont dit, en fait, on cherche quelqu'un en région pour du casting role, est-ce qu'on je donne ton nom? Et des fois, ça se fait aussi par contact. Voilà, c'est pas forcément moi qui ai cherché en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire du casting role. C'est des opportunités, on saisit ou pas. Et après, c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Et ça fait combien d'années, du coup, que tu fais ça? Vraiment, directrice de casting, je suis passée en 2021. Donc ça fait, tu vois, c'est assez récent, ça fait 2 ans, mais j'ai fait, je suis à 5 projets par an au moins. Enfin voilà, ça tourne, ça marche bien. Ouais. Et du coup, avant ça, avant d'être directrice de casting, donc il y a chef de file, il y a comment ça se passe un peu la hiérarchie? En fait, il y a assistant casting, donc tu as des gens qui sont, assistants casting rôle, mais qui n'ont jamais fait de figuration. À Paris, ça peut être beaucoup ça aussi. Voilà, des gens qui sont juste assistants de Dircast. Moi, ce qui est bien en région, c'est que c'est différent par rapport à Paris, c'est que c'est pas autant compartimenté. On est quand même peu, notamment au casting, on n'est pas très très nombreux, donc il faut un peu savoir tout faire. Pour moi, il faut savoir, en fait, il faut répondre à une demande artistique et budgétaire aussi du film. Et en fait, pour moi, il faut être un peu capable de tout faire, du casting sauvage, du casting de comédiens professionnels, des enfants, des adolescents, de la figure, des silhouettes. Je pense que si on arrive un petit peu à tout maîtriser, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur absolument quasiment tout le projet, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment... En fait, la hiérarchie, c'est... comme je disais, c'est pas automatique qu'on soit chargé de figuration et qu'après, on passe en rôle. Il y a des très grands chargés de figuration qui ne sont pas à l'aise à faire passer des essais parce que c'est vraiment un autre métier. Et à l'inverse, il y a des très grands directeurs de casting, tu les verras jamais sur un plateau à gérer des figurants, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas... après, c'est assistant casting et directeur de casting, quoi. Assistant chargé de figuration et chargé de figuration, quoi. Et voilà. Si parmi les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, il y en a qui souhaiteraient faire ce job, donc on a compris, il n'y a pas vraiment de voie royale pour ça, il n'y a pas d'études pour devenir directeur du casting, c'est beaucoup, c'est se lancer, c'est les opportunités, le réseau, etc. Mais est-ce que c'est un métier plutôt accessible ou est-ce que quand même c'est compliqué? Donc il y a vraiment un monde entre ce qu'on s'imagine de ce milieu-là et après les inconvénients liés à notre métier qui n'est pas forcément toujours évident. Donc pour moi le mieux c'est de commencer avec des stages, être stagiaire, on en cherche beaucoup des stagiaires directeurs de casting, voir déjà si ça plaît ou pas, parce que là on va vraiment se rendre compte de la réalité et après en général ça marche beaucoup au réseau. Voilà, au réseau, au contact. Un Dircast, si il a repéré un stagiaire, il peut le reprendre en renfort. Comme ça, il peut faire un peu ses heures. À un moment donné, son assistant sera parti sur un autre projet ou sera pas dispo. Il lui faut quelqu'un d'autre. Donc là, il peut être pris en assistant. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment beaucoup de patience, c'est vraiment beaucoup de travail et savoir qu'on nous attend pas. Il y a déjà du monde dans ce milieu-là. Moi, quand je suis passée Dircast dans les Hauts-de-France, on ne m'attendait pas. Il faut créer sa place. Et c'est pareil pour les comédiens. Il faut se dire que voilà, il y a beaucoup de monde qui souhaite être à notre place. Beaucoup d'appelés, mais peu de début. J'ai envie de te dire, un peu comme tous les métiers du cinéma, quoi. Je pense qu'il y a la même chose au niveau des comédiens. En fait, j'aime bien le fait de aussi se rendre compte que c'est un métier. Voilà, parce que tout ce qui a trait au cinéma, c'est aussi attrait, on pense tout de suite au Festival de Cannes, la montée des marches, il y a les Oscars, les Césars, il y a tout de suite quelque chose en fait, de très féerique. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. À l'intérieur, il y a, en dessous, la partie non visible, c'est en fait, c'est toutes les petites mains, les gens de l'ombre, des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, directeur de casting, il n'y a pas de récompense en fait. Il y a la meilleure image, le meilleur costume, le meilleur décor, etc. Nous, notre récompense, c'est quand un comédien a été repéré, va dans une grande agence ou à un César. Voilà, nous, c'est un peu notre petite récompense. Mais sinon, c'est vrai un métier de l'ombre. Et du coup, non, il n'y a pas vraiment de voie royale. Je pense que c'est bien de commencer par des stages pour vraiment se rendre compte de la réalité des tournages. Tu parlais des inconvénients de ce métier. Et justement, on va avoir tout de suite une question de Stella qui va s'intéresser un peu à ce que tu fais de tes journées. Bonjour, alors moi, c'est Stella et je me demande comment une journée type se passerait. C'est vague comme question parce que ça dépend si c'est une journée d'essai ou si c'est une journée vraiment de préparation. Déjà, est-ce qu'il y a des journées types? Non, pas vraiment en fait, mais c'est un peu toujours la même chose. Je peux schématiser, on va dire, assez rapidement, c'est-à-dire qu'au début on fait des propositions sur Trombinoscope au réalisateur. Voilà, on discute ensemble des personnages.
Ça, c'est dès que j'arrive sur un projet, tu l'imagines comment. Alors, pas forcément. Moi, j'ai toujours de mal avec les critères physiques parce que, en fait, ça ferme. En fait, ça ferme beaucoup. En général, le réalisateur peut avoir des critères physiques parce que c'est souvent lui qui écrit aussi. Et du coup, il s'imagine déjà, en écrivant, il s'imagine quelqu'un. Mais sinon, moi, je vais avoir tendance à vouloir parler de la personnalité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en fonction de ça, je vais dire, moi, j'ai des comédiens en région qui peuvent ressembler en tout cas à ce que tu recherches au niveau du personnage. Donc, je lui fais un trombinoscope. Et comme ça me permet de voir les visages, l'univers en fait aussi qu'il souhaite avoir. Et une fois qu'il m'a validé ça, je boucle les gens. Voilà, je les appelle, je demande aux comédiens est-ce que tu es intéressé, est-ce que tu es dispo. Parfois, ils ne sont pas intéressés, parfois, ils ne sont pas dispo. Donc, il faut trouver d'autres profils, qui est tout aussi intéressant. J'envoie les textes. On voit les comédiens en essai. C'est une grosse journée d'essai. Et après, on présente tout, on envoie tout au réalisateur et on en discute. D'accord. Et après, ceux qui sont validés, tant mieux pour eux. On est très contents de leur dire. Et ceux qui ne sont pas validés, c'est partie remise. Souvent, on essaie de les mettre sur un rôle peut-être un peu plus petit ou parfois une silhouette parlante s'ils acceptent. Tu peux voir combien de comédiens en une journée à peu près? Alors j'imagine que c'est différent à chaque fois, mais par exemple sur une journée moyenne, combien tu arrives à avoir de comédiens différents? Une bonne dizaine. Moi, je suis à peu près en moyenne sur 20 minutes par personne. Et parfois, ça dépend du rôle. Parfois, j'ai eu des rôles ce rôle-là, c'est 40 minutes, quoi. Parce que c'est des rôles qui sont hyper conséquents, qui sont hyper importants. On est sur 4 pages de texte, il y a du travail, etc. Mais en moyenne, 20 minutes. Moi, je trouve que 10 minutes, c'est vraiment... moi, j'arrive pas. En fait, pour moi, c'est un peu compliqué. Et souvent, c'est une moyenne entre 15 et 30 minutes, donc 20 minutes. D'accord. Plutôt. Donc ça fait à peu près 12 personnes par jour. Je t'avoue que je m'attendais à plus. Je pensais que c'était plus l'usine en mode pas ça du se tout. succède, mais en fait non. En fait, tu peux pas dans le Nord parce que tu as beaucoup moins de profils. Là où nous, on doit avoir... je dis une fourchette, 400 comédiens. À Paris, tu en as 1500 au moins. Donc du coup, on est pas du tout sur le même ratio. Là où pour un rôle, un Dircas de Paris peut en voir 15, 20, énormément. Moi, franchement, si j'en vois déjà 6, je suis super contente, quoi. Mais vraiment qui correspondent à fond. Au niveau du jeu, c'est nickel, machin. Donc on n'est pas sur les mêmes ratios. Donc du coup, on va aller chercher... un peu plus loin. Et après, moi, c'est vrai que le côté usine, c'est pas mon truc. Ouais. Et tu assures aussi un peu le SAV parce qu'il t'arrive aussi d'aller sur les tournages, il me semble, non? Ouais, en fait, j'arrive... moi, j'aime bien tout faire dans un film, rôle, silhouette, figuration. Comme je te disais, tout simplement pour avoir une vue d'ensemble. Parfois, ça se voit un peu sur les films qu'il y a un casteur rôle important à Paris, un casteur rôle lillois, un chargé de figuration. Et c'est pas forcément, il n'y a pas de cohérence vraiment. Parfois, il y en a si, parce qu'ils s'entendent, ils sont sur les mêmes visages, etc. Mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait un manque de cohérence à l'image. Moi, c'est ce que je veux éviter. J'aime bien suivre un projet tout au long, comme tu vois, un rôle qui passe silhouette, une silhouette qui passe rôle, c'est assez fréquent. Je trouve ça bien que ce soit la même personne qui s'en occupe. Et après, oui, je peux être présente sur le plateau quand c'est du casting sauvage. Quand c'est des gens qui sont des comédiens naturels, qui connaissent pas l'univers du cinéma, qui peuvent vite être impressionnés. C'est déjà impressionnant pour un comédien professionnel, donc quelqu'un qui ne l'est pas, il peut y avoir des blocages ou quoi le jour du tournage. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien que je sois présente, ça les rassure. Il y a un lien qui a été créé. Et aussi, si j'ai casté des enfants et des ados, c'est pour les mêmes raisons. C'est vrai que souvent, avant le jour J du tournage, finalement, le comédien, hormis les essayages, mais sinon, le comédien, finalement, t'es le seul visage qu'il a vu de la prod avant le jour J, finalement, de toute l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, ça dépend si le réal il fait des callbacks et tout ça. Si le rôle est conséquent, évidemment, il est quand même hyper suivi. Il a parfois même des lectures, voire des répétitions. Donc ça, c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que quand c'est des rôles plus petits, en fait, ou dans des rôles de 1 à 2 journées, même 4-5 jours, parfois, ils arrivent, il faut qu'ils fassent le job, au revoir, quoi. Donc je trouve que c'est pas si évident que ça. Et du coup, c'est bien parfois que je sois présente. Ouais. Toi, ta matière première, c'est les comédiens. C'est ton outil de travail. Et justement, on a posé une question aussi aux personnes dans la rue. On leur a demandé si le métier de comédien faisait encore rêver aujourd'hui. On a compilé leurs réponses et on écoute ça tout de suite. Oui, je crois que le métier de comédien, ça fait encore rêver. En tout cas, j'espère. Surtout que maintenant, on peut faire du cinéma, des séries, du théâtre. Et que oui, il y a
beaucoup de comédiens qui sont très aimés. Ça peut être un bon métier, mais il faudrait que ce soit mieux rémunéré parce qu'avec les intermittents du spectacle, les pauvres, ils rament. Personnellement, moi, c'est pas mon rêve, mais je pense que c'est le rêve de pas mal de petits, en tout cas. Bah oui, mais plus comme avant, dans le sens où c'est plus le même système du cinéma qu'avant. Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Sûrement, il y a de moins en moins de budget avec les plateformes de streaming de type Netflix et Amazon Prime. À l'heure actuelle, oui, je dirais que le comédien, c'est un métier qui fait rêver. Après, ça dépend où, ça dépend quel type de film. Maintenant, on est plus dans du divertissement, mais c'est vrai que ça fait rêver, mais d'une manière différente qu'avant. Je pense que oui, parce que c'est des gens qui déjà nous font rêver quand on est petit, par les rôles qu'ils incarnent. Ça peut faire rêver quand on est vraiment passionné, mais je pense que c'est très compliqué de pouvoir en vivre. Je pense pas. On voit l'argent facile, mais finalement, il y a beaucoup de temps mort. Après ce que je sais, il y a beaucoup d'intermittents dans ce métier, et voilà quoi. Non, enfin moi, ça me fait pas rêver en tout cas. Ça fait un peu rêver de se dire qu'au bout d'un certain temps, on peut se retrouver sur un tapis rouge et être reconnu mondialement, quoi. Moi, par exemple, c'est pas un métier qui me fait rêver pour plein de raisons, parce que je pense qu'aujourd'hui, être autant sur la scène médiatique, faut avoir des messages forts à porter, et si on ne les a pas, je pense qu'on peut rapidement se perdre dans ce type de métier. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand tu entends toutes ces réponses? Bah, en fait, il y a un peu de choses qui reviennent. C'est soit être hyper connu ou soit tu galères. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est waouh. Non, mais ouais, c'est assez réducteur. Et en même temps, dans cette réduction-là, il y a quand même une part de vérité, évidemment. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi en casting, c'est-à-dire des gens qui ont une image, en fait, qui oublient que comédien, c'est un métier. Voilà. Qui ont une image un petit peu, soit un côté célébrité, voilà, en se disant, voilà, j'ai de la personnalité, j'ai une gueule, du coup... non, ça suffit malheureusement pas. Ou soit, effectivement, après, effectivement, c'est l'intermittence et du coup, c'est vrai qu'il faut aller chercher les cachets, c'est pas si évident. Même quand on est pris, en fait, le tournage peut être annulé ou tu peux être coupé au montage, jusqu'au bout du bout. En fait, t'es jamais garanti que ça fonctionne. Mais il y a une chose qui est revenue quelquefois aussi, et ça, je suis assez d'accord, c'est des métiers de passion. Voilà, c'est vraiment, effectivement, il faut être assez passionné pour pouvoir endurer par exemple les refus, sans savoir forcément pourquoi on est refusé, de passer à autre chose. Non, c'est mentalement, il faut être assez fort et il faut avoir aussi les pieds sur terre. C'est vrai que je te rejoins sur le côté égo. Bon, on a tous de l'ego, mais c'est vrai que quand on passe, tout à l'heure, tu avais fait le parallèle avec les entretiens d'embauche. Et c'est vrai que quand on va passer un entretien d'embauche pour un boulot, je mets des grands guillemets classiques, on peut avoir un nom. Et c'est vrai qu'on se remet en question, mais on remet aussi en question, entre guillemets, ses compétences. Là où quand on vient, et c'est une erreur probablement, parce que c'est comme n'importe quel métier techniquement, et c'est aussi ses compétences parfois, où il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Le physique entre en jeu. Finalement, si le réalisateur avait dans sa tête une autre idée pour le rôle et qu'il voulait quelqu'un de brun et qu'on est blond, on a beau être le meilleur comédien de la Terre. J'imagine que voilà, si vraiment il est buté sur quelqu'un de brun, c'est tout. Et en fait, quand on est comédien, on sait qu'on passe le casting, il y a plus de chances d'avoir un non qu'un oui, statistiquement. Et quand on sort de là et qu'on a eu un oui, effectivement, on fait son tournage, ça se termine, et puis faut recommencer, quoi. Et quand on se prend un non, l'ego, il est tout de suite, j'ai l'impression, plus impacté que quand c'est un métier, un entretien pour être n'importe quel autre métier, en fait. Ouais, mais complètement. Mais c'est pour ça faire la comparaison avec l'entretien d'embauche, je trouve, est vraiment pertinent parce que c'est comme si tu te prenais dans une année peut-être 50 refus d'embauche. Parce que en fait, on parle souvent de ceux que tu as décrochés. C'est vrai que parfois, il peut... Je dis pas avoir un casting qu'on décroche pour que ça démarre, mais parfois ça se joue à ça. Mais tous les refus qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Et moi, c'est vrai que c'est un métier c'est des gens que j'admire beaucoup parce qu'il faut avoir vraiment une grosse force mentale pour ça. Et également, comme tu dis, être hyper serein de ses capacités et ne pas... en fait, savoir quand il faut douter, se dire là, j'ai été mauvais. Là, ça n'a pas, j'étais pas dedans, ou je connaissais pas mon texte, ou j'ai pas compris, j'ai pas suffisamment bien interprété ou compris ce qu'on demandait de moi, ce qui peut arriver, etc. Et donc ça, pour moi, j'ai envie de te dire 50% de la décision, mais après, tu as 50% en fait où c'est des critères qui ont rien à voir avec
avec le jeu. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que le comédien, je dis ça à tous les comédiens, c'est en fait, tu viens, tu fais tes 50%. Il faut que toi, tu sois irréprochable au niveau de ton texte, au niveau de ton jeu, au niveau de tes intentions, enfin, tout ce que toi, au niveau de ta technicité, tout ce que tu dois apporter, il faut que ce soit nickel chrome. Par contre, derrière, il faut que tu acceptes qu'il y a une partie, et pour moi, c'est quasiment aussi 50% qui ne relève pas de toi, en fait. C'est, tu peux être super, mais comme tu dis, si le réal, il est buté sur quelqu'un d'autre, bon, bah, c'est comme ça. Tu peux être super, mais si derrière, en fait, nous, il faut une homogénéité dans les visages. Voilà, si on adore ce comédien-là, mais si on trouve qu'il dénote trop ou qu'il ressemble trop à un autre personnage, ah bah ouais, mais regarde, on dirait son frère, alors qu'il ne doit pas être son frère dans le film, mais des fois des traits physiques, etc. Et en fait, ça va raconter une autre histoire. En fonction du comédien qui aura pour un rôle, ça va raconter autre chose. Et ça, il faut avoir conscience en fait aussi de ça, qu'il y a cette part-là, et puis des parts de production, après, j'en passe des meilleurs, mais qu'il y a une grosse partie qui ne sont pas de leur fait, quoi. Ouais, mais effectivement, je pense qu'il y a forcément des comédiens qui écouteront ce podcast, et je pense qu'effectivement, d'entendre ça fait du bien, et surtout de l'entendre de la bouche d'une directrice de casting. Je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien. On va tout de suite passer à la question de Zacharia. Bonjour, moi c'est Zacharia. J'ai une question, c'est pour savoir quelles sont à tes yeux les caractéristiques principales dont ont besoin les acteurs pour pouvoir se présenter pour des films. Ensuite, ça serait pour savoir, est-ce que pour toi le talent artistique est inné ou il y a un travail qui est nécessaire pour vraiment s'améliorer et percer dans le cinéma? 2 questions en une. Ouais. Après, les qualités ou les caractéristiques qu'il faut pour être comédien, déjà se former, voilà, c'est assez important. Du coup, je réponds un peu à la deuxième question. Moi, je pense qu'il y a quand même une part un peu... En fait, quand je parle d'inné, c'est peut-être on parle de cinégénie. Comme on peut parler de photogénie pour les mannequins, etc. Il y a des gens qui peuvent super bien jouer, mais à l'image, voilà, il n'y a rien qui se passe, on n'est pas happé. Voilà, il n'y a pas je sais que moi, il y a les comédiens qui ont de la cinégénie, on dit que la caméra les aime, c'est qu'il y a vraiment, en fait, on est presque hypnotisé en fait à regarder ce visage-là, etc. Et ça, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire, on l'a pas, on est photogénique ou on n'est pas photogénique, on est cinégénique ou on n'est pas cinégénique. C'est très ingrat, c'est très injuste. Mais ça... Et ça n'a rien à voir avec la beauté d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Alors absolument pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est ça, cette part d'inné. Voilà. Et puis peut-être ce côté aussi naturel face à la caméra. Il y a des gens qui déjà, sans avoir forcément de formation préalable, sont hyper à l'aise dans cet univers-là face à une caméra. Donc ça, c'est le côté inné. Et après, non, c'est énormément de travail. Comme je disais, c'est vraiment un métier. Et je suis désolée, je vais le marteler tout au long de l'interview parce que en fait, c'est le problème qu'on peut avoir au niveau du casting. C'est qu'en fait, on peut rencontrer souvent des gens qui pensent qu'il n'y a que ce côté inné, dire voilà, je suis cinégénique, je passe bien, je suis à l'aise et tout, et qui derrière ne travaillent pas suffisamment pour se développer, etc. Donc c'est ça qui est... donc développer une certaine technicité... voilà, au niveau du métier du comédien, quoi. C'est ça qui est important. C'est vrai que certains ont en tête quelques parcours, par exemple celui de Sophie Marceau, où repérer, alors après il y a peut-être une part de storytelling, mais repérer pour un casting sauvage, pour la boum, bim, elle devient comédienne, on se dit mais elle n'avait pas fait de théâtre avant, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui de se faire repérer et de devenir un énorme comédien sans jamais avoir pris de cours. Et c'est peut-être aussi ça qui véhicule ce côté comédien, c'est l'inné, il n'y a pas besoin de travailler, parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup, même autour de moi, je t'avoue que il y a des comédiens où ils n'ont jamais fait de théâtre de leur vie, jamais pris de cours ou quoi que ce soit, jamais fait de technique, et par exemple, tu vois, tu leur parles de diction, ce genre de choses, et ils vont te dire, pas besoin, je parle comme je parle, et voilà, et c'est vrai que du coup, ils sont hyper naturels, et on te dit, non, mais de toute façon, maintenant, on cherche des gens naturels, on cherche un phrasé particulier, on cherche ce genre de choses. Qu'est-ce que tu réponds, par exemple, à ce genre de clichés? Tu parlais de Sophie Marceau, moi je pensais à Romain Duris par exemple aussi, qui a été repéré un peu de cette manière-là par Clapiche. En fait, moi je pense que oui, c'est possible, mais ils auront toujours les mêmes rôles. Voilà, ils auront le rôle qui correspond. C'est comme du casting sauvage, c'est-à-dire que le casting sauvage, on va repérer des comédiens naturels qui existent dans la vie, voilà. Mais tu pourras pas leur faire n'importe quoi.
Moi, j'ai repéré beaucoup de policiers, par exemple, en casting sauvage ou des gens du personnel hospitalier pour certains films. Je ne vais jamais leur demander d'un coup de faire un rôle de boulanger ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se dégage, c'est qu'ils connaissent leur métier. En fait, ils ne jouent pas. Voilà, ils sont tellement naturels parce que c'est leur quotidien. Donc c'est ça. Donc pour les gens dont ton entourage ou même d'autres, en fait, s'ils veulent, mais ils auront toujours accès. Après, qu'ils se plaignent pas que ça avance pas et qu'ils aient toujours qu'on leur propose que les mêmes rôles. Je pense qu'après, ce qui fait les grands comédiens, c'est énormément de travail, etc. Voilà, je pense que Sophie Marceau, elle a dû à un moment donné, aussi pour arriver à un certain. Il y a une part d'inné, mais après, puis c'est combien aussi sur le nombre de personnes. C'est combien qui arrivent à se démarquer comme ça. C'est super rare, c'est des perles. Oui. Et la plupart du temps, c'est quand même issu d'un gros travail, quoi. Et on va maintenant passer à la prochaine question. Donc c'est Inès qui avait une question pour toi. Alors bonjour, je m'appelle Inès. Donc Lisa, la question que j'aimerais te poser, ce serait comment tu te bases pour choisir tes talents et sur quels critères tu te focalises pour pouvoir recruter des personnes? Alors moi, sur ça, je suis très enfant. C'est-à-dire que moi, quand je lis un scénar, c'est comme si je lisais un livre, une histoire. Donc d'un coup, je vais avoir des images, en fait. Je ne vais même pas forcément contrôler. C'est d'un coup, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Donc je vais forcément penser, me dire, est-ce que je pourrais avoir des comédiens dans ma base de données, ou est-ce que c'est facile à trouver ou pas. Donc il y a aussi le côté professionnel. Mais en fait, dans un premier temps, moi, ça va être surtout je vais surtout essayer de définir, plutôt qu'un critère physique, je vais essayer de définir qu'est-ce qu'on est censé ressentir face à ce personnage-là. Est-ce qu'on doit ressentir de l'empathie? Est-ce qu'au contraire, c'est un personnage qui est hyper inquiétant, manipulateur, etc. Donc moi, c'est surtout sur ça que je vais me baser, vraiment sur la psychologie. En fait, moi, je suis hyper intéressée par la psychologie, et moi, c'est plus ça qui va me guider, en fait, dans la réflexion. Et après, moi, quand je vois certains visages, clairement, moi, je suis hyper primaire. C'est-à-dire que moi, en tant que spectatrice, est-ce que ce visage-là, je trouve que, il a l'air sympa. Ah non, lui, il a l'air, je sais pas, j'aimerais pas me retrouver seule avec lui dans un ascenseur parce qu'il a un côté inquiétant. Enfin, en fait, c'est des choses qui sont très primaires et très instinctives. Il faut pas réfléchir non plus en 7 ans, parce que de toute façon, le spectateur, quand il est dans une salle de cinéma ou devant sa télé, il se laisse complètement porter. Si on a bien fait le job, normalement, il se laisse complètement porter par l'histoire, et il y a tout de suite la première impression. Voilà, de qu'est-ce qu'on ressent. Donc moi, c'est ça. Et après c'est important de présenter des bons comédiens. Voilà, peut-être quelqu'un qui va un peu moins correspondre au profil peut-être que le réalisateur a, mais c'est des super bons comédiens, et du coup tu peux complètement surprendre le réalisateur à se dire mais j'y avais pas pensé, mais ça marche parce que justement il joue bien, parce qu'on y croit. Il faut savoir qu'un comédien, c'est censé être un caméléon. Il est censé pas savoir tout faire, mais en tout cas, il est censé pouvoir complètement changer un peu de peau, faire plusieurs personnages, et pas toujours la même chose, quoi. Donc c'est ça qui peut être intéressant quand tu as un bon comédien. Il peut complètement renverser la situation, et du coup, tu peux être dans des propositions intéressantes et non clichés. C'est ça aussi qu'il faut un peu éviter, le cliché. Et tu parlais d'une base de données. Donc finalement, j'imagine qu'au fur et à mesure Maintenant, là, tu es basé dans les Hauts-de-France. Au fur et à mesure de l'avancée, finalement, toi, tu te constitues ton fichier à toi, de gens que tu connais, de gens qui t'envoient aussi spontanément leurs images. Tu travailles avec Totem, qui est, pour expliquer un peu, le Pôle emploi, mais version spectacle, voilà, comédien, etc. Et donc, du coup, j'imagine qu'ils ont une énorme base de données aussi qui recense des centaines ou des milliers de comédiens. Mais du coup, comment tu fais? Parce que tu dois avoir 1000 visages en tête. Pour en sélectionner, tu dis que tu fais passer 6-7 rôles, c'est bien, enfin 6-7 personnes pour un rôle. Waouh, comment tu passes de cette base de données immense à ces 6-7 personnes, quoi? C'est super que tu aies parlé de Totem, parce qu'ils font un travail, c'est vraiment unique, j'ai envie de dire en France quasiment, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance dans les Hauts-de-France d'avoir un Pôle emploi spectacle autant investi. Voilà, c'était la petite aparté. Ouais. Du coup, en fait, c'est déjà, tu as des critères physiques d'âge. Donc déjà, tout de suite, femme de 70 ans, c'est pas pareil que jeune homme 25 ans, quoi. Donc déjà, tu as déjà ça. Ensuite, tu as en fait, ça va être des critères un peu basiques d'âge, de sexe, homme, femme, etc. Milieu social aussi.
ça va caractériser. Et après aussi de l'ambiance, le genre du film. Est-ce que c'est un film humoristique? Est-ce que c'est un drame social? Est-ce que c'est un thriller? Donc déjà, ça va ça va un peu fermer. Et après, moi, je vais essayer Moi, j'aime bien chercher des nouveaux visages. Donc il y a ceux que je connais, qui sont dans ma base de données. Et après, je t'ai dit, nous, dans le Nord, on n'est pas non plus 1 milliard. Hein. Donc, et moi, j'aime bien aller chercher des nouveaux. C'est-à-dire, il faut forcément faire tourner, évidemment, ceux qui sont très bons en région. Il y en a vraiment beaucoup de talent et c'est super. Mais après, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se fermer. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à se dire, ce rôle-là, je ne l'ai pas forcément dans mes fichiers. En tout cas, j'en ai quelques-uns, mais je peux en trouver d'autres. Et de s'ouvrir et d'aller au conservatoire, de faire un casting ouvert avec Totem, dans les théâtres, etc. Et ça, c'est hyper important d'aller chercher les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus du théâtre, etc., qui font... Parce que moi, j'aime pas trop opposer non plus les deux, cinéma et théâtre, et qui font un travail formidable, mais qui ils savent pas forcément comment accéder à des castings de cinéma, etc. Donc c'est aussi à nous, au niveau du casting, vraiment d'aller les chercher. Et voilà, moi, c'est plus comme ça en fait que je travaille. D'accord. Oui, donc ça t'arrive aussi d'aller voir des pièces de théâtre, etc. Et donc des fois de repérer. Donc ça c'est aussi une sorte de... Quand j'étais en école de théâtre sur Paris, c'est vrai qu'il y avait aussi cette volonté. Nous, à notre école, à chaque fin de semestre, en fait, on faisait une présentation. Et à chaque fois, notre école, ils aimaient bien dire dans la salle, il va y avoir des chargés de casting, des directeurs de casting, etc. Alors je sais jamais où ils étaient, parce que je sais pas s'ils venaient vraiment. En tout cas, moi, je viens. Voilà. Mais donc ça veut dire que n'importe où, n'importe quand, à Lille, tu peux aller voir une pièce de théâtre, repérer un comédien et le mettre dans ta base de données, et puis 6 mois plus tard, avoir un rôle pour lui et peut-être le contacter, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça permet d'ouvrir au niveau des physiques, au niveau des talents, et de ne pas les perdre, parce qu'il y a un souci qu'on a eu aussi à un moment, c'est que tout le monde partait sur Paris, justement. Et sauf que Paris, en fait, comme je disais, ils sont 50 pour un rôle, donc c'est pas forcément évident non plus pour les comédiens, et puis la vie coûte plus cher, etc. Donc c'est aussi, en fait, les garder chez nous, entre guillemets, être un peu chauvin et leur dire voilà, ici il y a des beaux projets aussi, voilà, moi je t'ai repéré, tu peux, enfin voilà, ça permet vraiment d'ouvrir, d'accéder, et c'est pas, je sais que ça peut être mal pris pour ceux qui sont déjà, peut-être pour ceux qui sont déjà en place, je pense pas, mais se dire oh là là, on va plus m'appeler, etc. Pas du tout, en fait, il y aura toujours, on appellera toujours, ça c'est pas forcément de la concurrence en fait, ouais. mais ça permet voilà d'avoir plus de propositions, et quand on a plus de propositions, d'avoir des rôles peut-être plus conséquents qu'on peut décrocher à Lille, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on peut avoir des rôles importants à Paris et parfois les petits rôles sont plutôt laissés aux comédiens de région, mais peut-être que si on a de plus en plus de propositions, de choix, d'ouvrir, etc., de leur dire voilà, on a plein de talents, on peut vous proposer plein de gens et on peut aussi concurrencer la capitale et faire venir, enfin voilà, d'avoir des rôles assez conséquents aussi dans les Hauts-de-France. C'est le but. Un peu de chauvinisme, ça fait du bien. C'est vrai qu'on a de la chance d'être dans une région qui est très active. Comme tu le disais, il y a Totem. On a aussi Picta Novo en termes d'acteurs qui sont aussi hyper actifs et compétitifs et qui ramènent plein de choses dans la région. Il y a plein de tournages, donc c'est cool aussi d'avoir toutes ces ressources-là. En tout cas, merci. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est trop chouette. J'apprends plein de choses moi aussi, tu vois. Donc c'est hyper cool. On va s'étendre un petit peu là maintenant. On va passer à un petit jeu. En fait, on va faire un petit blind test. Donc en fait, pour t'expliquer, on est allé dans la rue. On a demandé aux gens, alors là on a ciblé parce qu'on te recevait, donc musique de film. On leur a demandé de mumuer une musique de film et tu vas devoir deviner de quel film vient cette musique. C'est des trucs faciles. Franchement oui, on a été assez gentils. T'as fait la honte en direct. Non, franchement c'est grand public, tu vas voir. Ah oui, non, franchement. Moi je regarde pas trop grand public. Mais ça devrait aller quand même, je pense. Genre Titanic et tout. On va voir. Ah Pirates des Caraïbes. Voilà. En plus, il ressemble un peu à Jack Sparrow. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis il est stylé, ce qu'il avait sur la grande place. Il était à fond, il a tout donné. Hein. Donc, ça va geler. Bonne réponse. Tu sais que Pirates des Caraïbes, notamment le premier, du coup, qui est sorti il y a un petit moment, je crois que j'étais assez jeune, j'avais regardé, tu sais, dans les DVD, tu pouvais avoir un petit peu les bonus, voir un petit peu comment ils ont fait le making-of et tout ça. Et il y avait eu des interviews des comédiens qui expliquaient un petit peu leur préparation et tout. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué en fait, et ça m'a donné envie de faire ce métier. Enfin, quelque part, je me dis ça a l'air trop cool et tout de faire des films en fait. Donc c'est pour ça, c'est marrant, Pirates des Caraïbes. Il y a aussi une question, je fais une petite digression. Il y a aussi une question qui disait est-ce que pour être un bon chargé de casting ou directeur de casting, il faut être un bon comédien? Non. C'est comme t'as pas besoin d'être un super grand joueur de foot pour être entraîneur. C'est vrai.
C'est deux métiers complètement différents. Mais par contre, la mise en scène, c'est important. Parce que La mise en scène et savoir reconnaître quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui joue moins bien, comme quelqu'un qui chante juste, quelqu'un qui chante faux. Reconnaître quand là, on y croit moins ou ça passe pas vraiment, et quelqu'un qui joue enfin voilà, faire la différence entre les deux, évidemment. Mais non, il n'y a pas forcément, parce qu'on joue pas en fait, on donne des indications, mais on joue pas. D'accord. Donc on va passer tout de suite à la prochaine musique. Waouh! Ceux qui se marrent, franchement, je peux. Non, mais là, je l'ai pas non plus. Et d'ailleurs, même maintenant, je ne sais plus. Attends, j'écoute. On partait, je pense, sur un Jurassic Park revisité. Ouais. Ah ouais, non, mais voilà, impossible à trouver. Non, mais celui-là, c'était vraiment le piège. Je l'avais vu en ciné-concert, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Mais c'était pas là. À mon avis, ils n'étaient pas là, eux. Et la dernière. C'est récent, c'est au cinéma en ce moment. Je l'avais pas non plus. Non, mais c'est très court. C'est un dessin animé Disney, en ce moment disponible au cinéma depuis peu. Live motion, je sais plus comment on dit. Tu l'as pas? Non. C'est La Petite Sirène. Je l'avais pas non plus. Putain, moi, ça fait 20 ans que j'ai pas regardé La Petite Sirène. Ah bah attends. Oh là là, mais tiens, je vais regarder ça ce soir. Je sais pas combien vous avez fait chez vous, mais j'espère que vous avez été meilleur que nous. Je pense, ouais. Écoute, c'est maintenant le temps de passer à la dernière salve de questions. On va passer maintenant à des questions un peu plus générales. Okay. Et on va te demander plus ton avis sur certaines questions, certains sujets, toujours en lien avec ton métier, je te rassure. Bonjour Lisa, moi c'est Virginie et je me demandais qu'est-ce que tu penses du fait d'inviter des influenceurs sur le tapis rouge à Cannes? J'ai aucun avis. T'as aucun avis? Oui, il y a eu le cas avec Lena Situation. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des haters et tout ça. Ouais, en fait, c'est quelque chose, pour le coup, qui peut discréditer le métier de comédien. Je ne sais pas s'ils y sont parce qu'ils sont en lien, en collab avec des marques ou... Ils sont invités souvent par des agences ou des marques, ouais. C'est ça, ok. De toute façon, ils ne présentent aucun film. En fait, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est ce qui avait été beaucoup reproché. L'année dernière, en tout cas, il y avait une énorme polémique. Et je pense que c'est pour ça que cette personne a posé la question. C'est parce que l'année dernière, il y avait une grosse polémique justement sur le fait que Cannes, c'était un peu devenu n'importe quoi. Avant, c'était un événement pour les cinéphiles. Et que maintenant, en fait, à partir du moment où on avait 200, 300, 400 000 abonnés et qu'on aimait bien s'habiller, on allait faire le tapis rouge et on se montrait. Et qu'en fait, après, les gens, ils n'allaient pas forcément voir le film, ou alors que ils s'en fichaient du film, quoi. Ils sont pas du tout cinéphiles. Ah ouais, et il y avait un gros débat là-dessus déjà l'année dernière, parce que voilà, Cannes, quand même, c'est en France l'événement cinématographique par excellence, et le fait qu'il ait été un peu happé par ce côté un peu trop influenceur. Mais cette question, en fait, je t'avoue que je l'ai sélectionnée parce que ton point de vue m'intéressait aussi sur la désacralisation, je mets encore une fois des gros guillemets aujourd'hui du cinéma, parce qu'il y a quelques années, même par rapport à la télévision, un acteur qui faisait du cinéma n'aurait jamais accepté de tourner dans un téléfilm ou une série télé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la frontière est de plus en plus poreuse entre les deux. J'ai aussi l'impression qu'elle l'est aussi par rapport aux influenceurs, aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. On en voit de plus en plus tourner dans des films, que ce soit au cinéma ou sur Netflix ou les autres plateformes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce phénomène? Moi, non, j'ai aucun souci avec ça, tant qu'ils arrivent à le faire sérieusement, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve ça bien, justement, qu'il y a un peu cette désacralisation, dans le sens où on y a un mélange, quoi. En fait, on peut faire du ciné, on peut faire de la télé, on peut faire du théâtre, et rien... c'est pas honteux, c'est pas contraire. Au contraire, moi je trouve, beaucoup de comédiens même disent que c'est complémentaire au niveau de leur jeu d'acteur, que ça permet vraiment de faire évoluer différentes facettes techniques, émotionnelles, etc. Donc ça, je trouve ça une très bonne chose. Après, pour les influenceurs, si c'est des influenceurs qui ont prouvé via un casting qui sont comédiens, etc., franchement... aucun problème. Après, s'ils sont dans un film justement pour une question de publicité, etc., là, ouais, il y a un petit souci. Voilà, parce que c'est un peu ce qu'on essaie de défendre quand même en France, c'est de pas tomber dans la marchandisation trop des films et de toujours rester sans grosse prétention, mais sur quelque chose de l'art, du thème. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même le 7e art. Et du coup, c'est...
voilà, c'est pas forcément, ça peut être prétentieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de garder en Europe et plus précisément en France. Donc ça, je suis assez fidèle à ça. Mais après, non, après, c'est vrai que là, la vraie question, c'est le tapis rouge. Donc c'est même pas forcément des gens qui étaient dans des films. Non, ah oui, non, pas du tout. Là, franchement, ouais, moi, je vois pas. Après, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est vrai que ça peut faire un peu la foire. Le bordel un peu, enfin on comprend pas trop, ouais, et puis même je sais pas si tu as vu il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où c'est un gars justement, c'était cette année je crois, qui a vu ce phénomène là, qu'en fait il y avait des gens connus, les gens savaient même pas qui c'était, et en fait il a je crois que c'était lui-même, il a payé, il a fait venir des potes qui faisaient des photographes, etc., et des faux fans. Et c'est ça, c'était des potes à elle qui sont mis une belle robe, etc. Ah, c'est Andrea. Ouais, voilà, il a fait venir d'autres potes qui faisaient les faux fans. Il y avait un faux garde du corps, des faux photographes, etc. Et d'un coup, il y a ça a rameuté, ouais, voilà, énormément de monde qui disait ouais, je la connais. Vous savez, elle présente des films en compétition, alors qu'en fait, pas du tout. Tout était fake. Et ça, c'est problématique. On en revient à la pipolisation finalement du métier de comédien, ouais. alors que c'est tellement. Mais dans le mauvais ça. terme, ouais. en fait, tu vois, c'est pas grave que les gens soient aussi des people, etc. Mais si derrière, ils prouvent qu'en fait, c'est des très bons comédiens. En Amérique, on a vachement ça. Aux États-Unis, tu vois, avec Johnny Depp, etc., où c'est des phénomènes, quoi. C'est des people, etc. Mais derrière, Zendaya, il y a un vrai métier, il y a un vrai travail, un vrai engagement, etc. Moi, ce qui peut faire un peu flipper, c'est un peu la culture du vide. Ça c'est dommage. Ouais, je comprends. Ouais. Mais pour tout le monde, hein, personne n'y gagne. Hein. Non, c'est clair. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on en parle, parce que je t'avoue que moi, par exemple, comme j'ai un peu, on va dire, cette double casquette, à la base, j'ai fait beaucoup de théâtre, etc. Je me suis lancé sur YouTube comme un moyen de contourner le système, de ne pas avoir besoin de passer devant des producteurs, des directeurs de casting, etc. et d'être confronté directement au public. Mais sauf que j'ai commencé il y a 8 ans à faire des vidéos. Et il y a 8 ans, c'était pas un métier, il n'y avait pas cette casquette d'influenceur. C'était pas un problème. Il y a 8 ans, c'était vraiment tout nouveau, tout frais, tout récent. Et aujourd'hui, le fait que ça en soit devenu un avec toutes les casseroles qu'on traîne derrière, moi j'ai toujours cette appréhension de me dire mais est-ce que ça va pas me bloquer si demain je sais pas, je vois quelqu'un, un directeur de casting ou quoi, et que le lendemain il me voit sur son feed Instagram en train de faire des vidéos avec mes parents, les petits sketchs, etc. J'ai toujours cette crainte de me dire mais du coup est-ce que ça va pas casser, et il va se dire ok, c'est pas un comédien sérieux lui, en fait c'est un influenceur. Non, parce que ça dépend ce que tu montres. C'est-à-dire que en fait de plus en plus au niveau des Dearcast, en fait on utilise des outils modernes, etc. Il y en a beaucoup qui passent par les réseaux sociaux. Moi y compris, j'aime bien regarder les Instagram, les Facebook des comédiens, et c'est vrai que ce qui peut être important, c'est ce que tu partages. Voilà, parce que ça va un peu nous faire une idée aussi de la personnalité de la personne, etc. Donc ça c'est important. Après, si tu partages des vidéos et que c'est travaillé, etc., qui a un vrai fond, je pense que non, je pense que là où c'est plutôt le côté influenceur, mais tu sais, le côté péjoratif qu'on a un peu tous en tête, de faire avec je sais pas, des partenariats avec des marques pas éthiques, chercher le like à tout prix, d'être prêt à tout, je sais pas, se balader avec un lion en laisse, enfin tu vois, des trucs un peu farfelus, etc. Des gens un peu qui peut malheureusement tomber aussi dans la télé-réalité. Voilà, c'est un peu cliché, mais parfois ça peut aussi on a un peu des gens en tête. Donc c'est plus ça, voilà, qui peut peut-être porter préjudice. Après, on a conscience que là, il y a depuis Internet, les réseaux sociaux, il y a ça fait partie maintenant. Ça fait partie du métier, ça fait partie du taf. Et du coup, c'est des outils qu'on utilise également aussi. Et je pense qu'il faut juste faire attention à ce qu'on publie. Oui, bien sûr. Voilà. Et de l'assumer derrière, finalement, que ça corresponde à son image et ce vers quoi on veut aller. Complètement. Par exemple, si on fait de la comédie, forcément... c'est possible, mais on va partir à plus de choses à prouver si d'un seul coup on nous connaît en tant que faire des comédies, puis d'un seul coup on arrive pour un rôle très grave. Va falloir tout donner pour prouver qu'on sait faire ça aussi, quoi. Ouais. Qu'on sait pas faire que du comique, par exemple. Oui, et puis en fait, moi aussi, le côté peut-être influenceur, moi ce qui peut peut-être me poser question, c'est est-ce que la personne là on est en train de se dire influenceur comédien, voilà, est-ce que la personne veut faire ça pour quelle raison en fait, est-ce qu'elle veut être la nouvelle people, ou est-ce que c'est vraiment un métier qui passionne, pour telle raison ça fait ressentir des choses, etc. Tu vois, c'est aussi comme je te disais, nous on a affaire à plusieurs profils quand on est en casting, et on a malheureusement parfois des gens qui veulent être comédiens aussi pour les mauvaises raisons, justement pour ce côté un peu cliché qu'on entend tapis rouge, festival de Cannes, paillettes, etc. Ça, c'est...
Voilà, et ils oublient en fait tous les sacrifices et tout le travail qu'il y a derrière. Donc c'est du coup l'influenceur, c'est vrai qu'on va se demander est-ce que c'est pas des gens qui veulent juste être connus ouais. et fortunés, etc. Ça, ouais. Ou est-ce que, comme tu dis, c'est des gens au contraire qui utilisent leur créativité? Parce qu'il y a des gens qui sont hyper créatifs sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'adore passer du temps. Enfin, je regarde, je suis très très curieuse et je regarde beaucoup ce que font les autres. Et il y a aussi à l'inverse des gens qui sont hyper inspirants, hyper créatifs. Donc, en fait, il faut pas tout mélanger. Ouais. Voilà. Bon, écoute, il nous reste plus qu'une question. Est-ce que tu es prête à écouter la dernière question? C'est une question de Rudy. Ok. Et je pense qu'elle va te plaire. Bonjour, je m'appelle Rudy et j'aimerais savoir s'il y a du côté du cinéma plus de talents en région qu'à Paris. C'est déjà ce que je vais répondre. Non, après moi je connais surtout ceux de région. Je connais moins Paris parce que j'y suis pas ou peu. Donc il y a un peu partout. Il faut juste aller les voir. Voilà, il faut les chercher, il faut les trouver. Mais moi je pense qu'on est dans globalement un pays hyper talentueux et il faut juste le reconnaître, quoi. Voilà. Mais donc le mythe de forcément monter à la capitale pour réussir, c'est pas forcément une vérité. Non, mais après, je peux comprendre les gens qui font ça, parce que c'est marrant, j'ai eu un débat hier sur mes réseaux sociaux par rapport à ça, sur les comédiens. Est-ce que vous indiquez votre vrai lieu de résidence quand vous candidatez? C'est un vaste débat et c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup débattu avec plusieurs comédiens et il y en avait beaucoup, notamment ceux en région, qui disaient que qu'ils étaient un petit peu obligés de mentir sur le fait qu'ils habitaient à la capitale pour accéder peut-être à des rôles plus intéressants, plus conséquents, plus variés qu'en région. Mais n'oublions pas qu'il y a les JO l'année prochaine à Paris. On va peut-être récupérer des choses en région. On croise les doigts. J'avais pas pensé à ça, moi, j'y pense beaucoup. On croise les doigts. Et en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, je me bats beaucoup pour qu'on ait aussi des rôles plus conséquents. Donc, je comprends aussi le fait c'est un mythe, mais je peux comprendre que des gens se disent bon, il faut forcément que j'aille à Paris. Voilà. C'est pareil pour nous, les techniciens aussi. Oui, c'est la même chose. On travaille plus. Ouais. C'est une question que je m'étais faite moi à l'époque quand j'avais commencé du coup. Après, donc j'ai fait des études de droit. Une fois que j'ai terminé mes études de droit, après avoir fait le conservatoire, je suis parti à Paris pour faire une école, les ateliers du Sud-End. Et en fait, je suis vraiment parti à Paris dans le but de dire bon voilà, je monte à la capitale, toutes les opportunités vont s'ouvrir à moi. Et en fait, une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je vivais dans un tout petit appartement. Bon, l'école c'était bien, mais j'avais 4 heures de cours par jour. Le reste du temps, je ne savais pas quoi faire. Je faisais 2-3 castings, mais enfin voilà, c'était pas la vie dont je rêvais. J'ai quand même tenu 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit non, il faut vraiment que je rentre à Lille. Je deviens fou, j'aime pas Paris. Il faut vraiment que je rentre à Lille. Et en fait, quand je suis revenu à Lille, je l'avais vécu un peu comme un aveu d'échec et comme si je devais renoncer à mon rêve d'être comédien. Et c'était à ce moment-là, en tout cas, je le vivais vraiment comme un bon tant pis. Et puis maintenant, avec le recul, je me dis bon, on est à 1 heure de Paris, ça se fait en TGV sur la journée, c'est hyper rapide. J'ai déjà passé des auditions à Paris, etc. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté il y a un moment, faut aller à Paris, quoi. C'est dommage. Ouais, mais nous ça va parce que comme tu dis, on est à 1 heure en train, donc en fait on est après c'est même autant de temps que quelqu'un qui traverse Paris en fait en métro, quoi. Ouais, donc ça revient. Pour nous ça va, on a cette chance-là. Après quelqu'un qui est ailleurs en France, je sais pas, je dis des bêtises, mais peut-être en Bretagne ou quoi. Enfin, s'il veut avoir des rôles plus conséquents, ça peut être une question qui peut se poser. Nous, on a 1 heure de Paris, on a aussi la chance d'avoir une région ultra dynamique. Enfin, c'est impressionnant, quoi, tous les tournages qu'on a et des gros réalisateurs et des gros projets. Enfin, on a HPI qui est la série du moment qui cartonne sur TF1. On a des réalisateurs, beaucoup de réals qui sont allés à Cannes. Je trouve qu'on n'a pas grand-chose à envier, mais je peux comprendre sur le fait d'avoir à un moment donné peut-être sentir qu'on atteint un espèce de plafond de verre et qu'on veut un peu plus et aller ailleurs, mais je pense qu'on peut tout à fait combiner les deux. Et après, je rebondis sur ce que tu disais, parce que moi, ça a été une grosse réflexion de mon côté aussi, c'est aussi quel mode de vie tu vas avoir. Voilà. Donc c'est vrai qu'à Lille, c'est plus plaisant, en tout cas, c'est plus simple d'y vivre. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, ce que je défends beaucoup et qui a peut-être un peu moins à Paris, c'est comme on est moins nombreux, il y a un rapport plus humain, peut-être. Je sais je connais des très, très grands directeurs de casting avec qui je travaille à Paris qui sont ultra humains, etc. Mais il y a ce rapport aussi on se connaît un peu tous, un peu, alors c'est pas amical, mais voilà, il y a quelque chose d'assez
Bon, tu vois, tu m'as invité. Ouais. Voilà, ça se fait moins, Ouais. plus accessible. Et aussi, il n'y a pas aussi cette barrière des agences qu'il y a beaucoup à Paris, voilà, où on appelle les agents, les comédiens arrivent. Là, c'est vraiment on contacte directement les comédiens. Enfin, il y a un rapport quand même beaucoup plus direct, beaucoup plus, moi je dirais humain, voilà, convivial. Parce que moi, je sais que quand j'ai mes collègues de Paris, ou même des réalisateurs, ou même d'autres comédiens qui arrivent dans notre région, ils sont étonnés de voir à quel point... moi, j'avais une réalisatrice avec qui j'ai bossé, elle me disait, mais ils sont tous sympas ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils sont tous sympas? Il n'a pas été pris, il est sympa. C'était... ils hallucinent quand même de voir à quel point ils sont hyper bien accueillis par justement Pictanovo, Totem, les techniciens, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez cher à notre région, quoi. Ouais. Il faut garder. Il faut le garder. Ça sera le mot de la fin. On va terminer là-dessus sur une ode à la région. On est chauvin. On est très chauvin. T'es originaire d'ici à la base? Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Mais tu vois, on t'a accueilli et maintenant t'es devenue une ch'ti, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce podcast est à présent terminé. Lisa, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Alors, je sais que tu es très occupée. Je sais que ton téléphone, il surchauffe tellement. Tu reçois des mails, des SMS de comédiens qui disent, s'il te plaît, Lisa, tiens, voilà ma nouvelle bande démo. J'imagine même pas le nombre de mails que tu dois recevoir avec des gens qui mettent à jour leur bande démo ou des trucs comme ça. Mais bon, ça c'est énorme. Mais c'est chouette, il y a une dynamique, c'est cool. J'imagine. Et donc vraiment, encore une fois, je te remercie d'avoir pris le temps. Je pense que ce podcast servira à plein de personnes qui n'y connaissent rien de découvrir un peu le métier de directeur de casting, mais peut-être aussi à des comédiens, ou à toutes ces personnes qui gravitent autour, d'en savoir un peu plus sur l'exercice du casting, comment ça se passe, et puis d'avoir un peu le point de vue d'une directrice de casting. Ça fait en tout cas un réel plaisir de te recevoir. Merci à toi d'avoir pensé à moi en tout cas. Avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous nous mettez 5 étoiles, un petit commentaire, vous abonnez. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir parce que c'était le dernier podcast de cette saison. On se retrouve au mois de septembre et en attendant, je vous souhaite de passer un bel été. À bientôt. Alors,